démarrer sur la conférence de ce soir. Alors j'ai choisi le thème, c'est pourquoi l'herbe est-elle plus verte ailleurs. Ça c'est un thème que je n'ai pas encore développé. Mais c'est un thème de société. C'est un thème qui ne concerne pas que la relation amoureuse, le couple, mais aussi tous les thèmes de notre vie, que ce soit notre vie familiale, que ce soit notre vie professionnelle, amicale, voilà, les thèmes avec les enfants aussi. Donc, thème avec l'argent, le pouvoir, hein, on peut décliner sur l'herbe est plus verte ailleurs, hein, qui a à voir avec l'envie, la jalousie, hein, et qui se décline dans la condition humaine. Je pense que ça a toujours existé. Il se trouve que actuellement notre société va favoriser, en tout cas en Occident, ça va favoriser grandement une envie plus forte avec un idéal projeté sur un futur meilleur ou un idéal prometteur sur lequel il va y avoir effectivement souvent de la frustration, parce que si j'imagine que l'herbe est plus verte ailleurs, alors je vais souvent ce qu'on va dire projeter un imaginaire fantasmé, et puis parfois être frustré de mon réel, de ce qui est présent maintenant dans ma vie, qui n'est pas assez satisfaisant. Donc je vais probablement faire partie des insatisfaits chroniques et qui vont commencer à se sentir frustrés, à imaginer qu'il manque de quelque chose. Donc on va étudier cette question, voir parfois, parce que je fais toujours dans mes conférences la thèse et l'antithèse, ce en quoi ça peut être vrai que l'herbe est plus verte ailleurs, et qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant dans votre vie personnelle de faire un petit point, un petit check, et de voir que vous pouvez mériter mieux. Hein, ça peut être aussi dans dire oui, c'est vrai, l'herbe est plus verte ailleurs. Ça veut dire je suis digne d'être aimée, je peux avoir une meilleure vie que celle que je vis actuellement. Donc pourquoi pas, hein. Donc on verra cette thèse-là, qui est oui, l'herbe est plus verte ailleurs, et l'antithèse qui est non, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et donc à ce titre-là, si je fais partie des envieux ou des insatisfaits chroniques, qui est un péché, hein, l'envie c'est un péché parmi les 9 péchés capitaux, donc je peux me poser des questions et voir comment je peux passer d'une vie compliquée et complexe avec cette injonction ou cette inscription de « je crois que l'herbe est plus verte ailleurs », si je l'ai engrammée comme une inscription, comme une autoroute neuronale ou une vérité intérieure, à ce moment-là, je vais pouvoir souffrir parce qu'il va y avoir un écart entre mon idéal de vie, hein, et la réalité que je vis maintenant. Et donc la souffrance, et je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, le terrain dépressif est organisé autour de l'écart entre l'idéal et le réel. Plus j'ai un écart entre un idéal prometteur, fantasmatique, et l'insupportabilité, je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'invente, je m'en fous, le réel insupportable, à ce moment-là, plus je vais souffrir. Voilà, donc c'est bien que vous preniez note de ça. Soyez avisés de ne pas fabriquer trop d'objectifs idéalisés, parce que si effectivement vos objectifs ou votre vie est en accord avec votre réel, avec votre présent, tout va bien. Mais s'il y a trop d'écart entre vos idéaux et votre réalité, vous allez vous trouver très très mal. Hein. Donc beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'irritabilité et beaucoup d'envie. D'ailleurs, hein, voilà. Donc effectivement, pourquoi l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Parce qu'on a du mal à nous satisfaire de ce qui est là, à être comblé par ce qui est là. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres limités. Voilà, c'est ça, la condition humaine est tragique, ce qu'on appelait le tragique de l'existence, hein, dans l'Antiquité. Et on a affaire à ça, c'est-à-dire qu'on est dans le monde de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a les hauts et les bas, le plus et les moins. Et donc à ce titre-là, on ne peut pas être tout le temps comblé, voire on se sent même la plupart du temps incomplet. Donc, et vous le savez, là je vous le dis une évidence, mais je vous le rappelle, hein, en intro, à chaque fois qu'on a un désir qui est comblé, hein, on a un appel pour un désir, en conformité avec notre imaginaire fantasmé de qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien. Donc on a quelque chose qui nous appelle, un désir qui nous rend vivant, parce que le désir est vivant.
Et si ce désir est satisfait, on va être comblé 3 minutes et demie, 4 minutes, je sais pas, vous achetez une voiture, vous êtes content, c'était la voiture de vos rêves, mais ça va pas durer longtemps. Un autre désir va arriver, puis un autre. Et donc, c'est la fameuse roue des désirs illimités. Comme nous sommes limités, nous sommes des êtres finis et limités, nous allons passer notre temps à rêver notre vie, à rêver d'avoir des satisfactions d'un ailleurs meilleur. Et on aura toujours une problématique d'être comblé à jamais, comblé pour toujours, plein pour toujours, voilà, définitivement et de manière permanente. Donc ce n'est pas prévu, c'est bien la tragique de l'existence qui renvoie tout le temps à ça, la vie tragique, parce qu'on ne peut pas être comblé tout le temps. Donc on sera insatisfait, donc on sera désillusionné, déçus, quand parfois nous n'aurons pas ce que nous espérons. Voilà. Et ceux qui n'ont pas pigé ce truc, c'est toute la voie des bouddhistes d'ailleurs, ils passent leur temps à expliquer ce genre de choses. La vie est illusion, donc arrêtez de courir dans tous les sens et de vous agiter pour courir derrière vos objectifs et vos idéaux, parce que de toute façon, vous ne serez jamais comblé à 100%. Une fois que vous les aurez, vous partirez sur autre chose, etc. etc. Donc c'est une roue sans fin. Donc il dit, calmez-vous, restez sur votre chaise et arrêtez de vous agiter. Voilà. Détachez-vous du monde, regardez ça avec une autre perspective et faites-vous du bien. Voilà. Donc on va voir dans mon développement comment on peut arriver à une certaine sagesse, au fond, pour éviter de partir dans l'herbe est plus verte ailleurs et je vais en souffrir parce que je vais croire que ceci est vrai. Et je ne pourrai pas ainsi me contenter des petites choses qui me font du bien et qui sont toutes simples en général. Donc la sagesse, ça va amener vers la simplicité, le dépouillement et la philosophie qui est la voie de la sagesse. Et on travaillera là-dessus, enfin, on évoquera ça. À mon avis, c'est quand même une bonne piste. Donc, pourquoi l'herbe est plus verte ailleurs ? Elle est plus verte ailleurs parce que, déjà, dès l'enfance, pour beaucoup, on va vivre des situations qu'on appelle difficiles, heureuses, enfin, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Selon la famille dans laquelle on va arriver, il va y avoir des difficultés plus ou moins grandes. Donc on va vivre des frustrations, des incompréhensions, on va être heurté, voilà. Donc la vie n'est pas facile tout le temps, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Et selon les familles dans lesquelles vous avez grandi, vous avez eu des zones troubles, des zones heurtées, des zones chaotiques même pour certains. Moi qui suis psychologue, j'ai souvent des patients qui ont des vies de départ complètement chaotiques. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de la résilience, mais les impacts de ces traumatismes vont créer parfois certains types de profils de personnalité sur lesquels j'ai quand même pas mal travaillé, et certains profils vont être plus envieux que d'autres. C'est-à-dire que, en termes de stratégie de survie, petit, pour pouvoir s'en sortir de cette famille qui n'est pas, qui est dysfonctionnelle en général, qui n'est pas adéquate par rapport aux besoins de l'enfant, ils vont commencer à fantasmer d'un ailleurs meilleur. Et c'est salvateur pour l'âge de l'enfant. C'est comme ça qu'il s'en sort en fait. Pour gérer et tolérer l'insupportable de cette famille-là, de ce qu'il vit dans sa réalité, pour la soutenir et la supporter, alors il va créer un imaginaire d'une famille d'adoption, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui font ça, qui s'imaginent, mais moi je ne suis pas de cette famille. Voilà. Moi, ma famille, c'est, je sais pas, Mars, c'est des, je sais pas, ils viennent de Mars, mes parents, d'une autre planète, ou voilà. Ils vont s'inventer, ils vont rêver, ils vont imaginer. Donc la fonction de l'imaginaire peut être vraiment quelque chose de salvateur. C'est comme ça que ça leur a sauvé la vie, c'est d'imaginer un ailleurs meilleur, d'imaginer qu'ils ne sont pas de cette famille, d'imaginer que plus tard, en partant de cette famille-là, ils vont trouver, alors là on est sur la relation amoureuse, le prince charmant, la femme idéale, sur la relation amoureuse, ou alors je serai très beau, très riche, enfin tout ce que j'ai pas là, quoi. Je vais vivre l'inverse de ce qui est là, parce que ici ce monde est violent et non protecteur, alors je vais commencer à rêver d'un ailleurs meilleur, ou imaginer que je ne suis pas de cette famille-là. Donc ces rêveries permettent de soutenir le moi qui ne peut pas, sinon il y a trop de troubles. C'est vraiment des stratégies de survie, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ces profils qui sont des profils envieux,
Certains sont plus envieux que d'autres, en plus à faire avec les problèmes de l'envie, c'est-à-dire d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'ils ne sont jamais comblés, donc ils sont toujours insatisfaits, ils voient toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, ils sont toujours orientés sur le manque, hein, les envieux, je vous rappelle, j'ai envie que ça ce soit mieux, là-bas, c'est toujours là-bas, hein, c'est des idéalistes qui sont toujours dans le fantasme en fait, et qui ne peuvent pas renoncer, hein, ils ont du mal à choisir, ça fait partie du profil envieux, hein. Je suis envieux, je suis quelqu'un d'envieux, donc j'envie mon voisin, j'envie la famille d'à côté, j'envie ma meilleure amie qui, elle, a un amoureux et pas moi, enfin, je suis toujours en train d'envier les autres qui font mieux que moi ou qui réussissent mieux que moi, voilà, bon, ça c'est le problème de l'envie. Et ces personnes-là ont une base anxieuse en général. Donc quand on les interviewe sur leur histoire d'origine, très souvent c'était pas top dans leur famille, hein. C'est pas très sécure, c'était pas très joyeux, voilà. Pas très libre non plus, hein. Ça peut être aussi des familles appauvries, un enfant qui a besoin de stimulation par exemple, et qui vit dans un milieu environnant assez appauvri, assez peu stimulant, et ben du coup, soit il se renferme sur lui, il se dissocie pour gérer en fait, soit il commence à devenir envieux, ou pas, hein, c'est pas une obligation, hein, mais il y a des enfants qui vont créer cette stratégie pour gérer et qui vont ensuite, plus tard, avoir horreur d'une vie appauvrie, et par contre, ils vont se donner à vivre une vie enrichie, l'inverse, c'est-à-dire plein de voyages, plein d'histoires extraordinaires, plein d'aventures, plein d'expériences, surtout ne rien rater, voilà, surtout beaucoup se stimuler. Donc, c'est pas étonnant, on peut lire la carte et on sait que c'est prévisible quand on fait des interviews dans l'enfance. Mais en même temps, ces profils envieux, s'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pris par cette dynamique, cette mécanique qui est j'ai toujours envie d'un ailleurs meilleur, je vais être prisonnier de ça, parce qu'on n'est pas libre à l'intérieur de ça. Comprenez bien que si je cours toujours après autre chose que ce qui est là, ce que j'ai déclaré tout à l'heure, c'est que je vais avoir une souffrance à l'endroit où l'écart entre mon idéal et le réel est toujours pas à la hauteur, quoi. Donc, ou alors même si j'attrape l'objet de satisfaction, je veux cette femme, je veux cet homme, je veux ce couple-là, une fois que je l'ai, j'ai de la petite maison dans la prairie, j'ai la famille de mes rêves, moi je le vois sans arrêt ça, hein. Une fois que je l'ai, c'est bien, ça c'est fait, c'est checké. Mais maintenant je commence à avoir des yeux sur ah, et l'autre à côté, il est encore mieux, il a encore une famille encore mieux que moi, il a encore une piscine encore plus belle que moi, ou encore maintenant je veux plus de la piscine, je m'en fous, je veux aller voyager. Enfin, il y a toujours un plus, un mieux, un ailleurs qui serait encore plus chouette, plus mieux, plus extraordinaire ou plus intense. Ça va avoir les envieux aussi beaucoup à faire à l'addiction à l'intensité. Toujours plus intense ailleurs, plus mieux ailleurs. Une fois que j'ai ceci, je veux encore autre chose et je cours. Donc il y a beaucoup d'agitation dans ces profils-là, hein. Ils ont du mal à reconnaître qu'en fait ils n'ont pas tant besoin de ça, d'abondance, etc. C'est juste mental. C'est vraiment le mental qui leur fait croire que ça serait mieux si. Voilà. Et donc la difficulté, ça va être de se positionner, de s'arrêter quelque part, de se poser, de se contenter de ce qui est là, d'être comblé par ce qui est là. C'est toujours mieux ailleurs, ailleurs, ailleurs. Et donc il va y avoir une fuite de l'engagement. Donc dans la relation amoureuse, on va parler des personnes qui ont du mal à s'engager et à renoncer, parce que choisir, c'est renoncer. Donc si je me positionne, je mets des limites, je me mets des limites. Et si je me mets des limites, hein, on va le voir dans l'infidélité, hein, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, dans la relation amoureuse, ça va donner naissance aussi à des infidélités, puisque je fantasme que l'amante ou la voisine d'à côté ou le couple d'à côté, ça serait tellement mieux si, parce que j'ai pas ce que j'ai là à la maison. Donc voilà, ça va donner naissance soit des fantasmes, soit des naissances d'infidélité. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça va complexifier la vie, évidemment. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément mieux. Alors ça peut, mais c'est pas gagné, hein, parce qu'il y a une complexité à avoir des vies compartimentées avec une femme ici, une autre là-bas. Enfin là, ça peut être un homme ou deux hommes ici ou trois, etc. Il y en a qui arrivent très bien, mais bon, ça rajoute du stress, quoi. Il faut entretenir les relations, il faut entretenir. Ah oui, il faut investir, voilà. Et puis après, il y a un côté à quel endroit je crèche, quoi. où je suis, je me pose. En fait, ça crée beaucoup d'agitation et beaucoup d'intensité, évidemment. Ça peut être très riche, je ne dis pas le contraire,
mais c'est souvent orienté sur une insatisfaction intérieure. Il y a comme un vide intérieur qui est présent, qui est relatif à l'enfance d'ailleurs, hein. C'est l'enfant qui s'est construit et bâti sur ce vide, sur cette difficulté à supporter l'intolérable. Et donc du coup, il y a une envie d'aller trouver vers le monde extérieur ce qui n'a jamais été comblé à l'intérieur. Voilà. Donc ce sont des... Moi je trouve ça... Je suis assez bienveillante avec ces profils envieux parce que je suis toujours en contact avec l'enfant intérieur de la personne et je vois bien qu'il y a une toute petite personne, un tout petit bout de chou qui est derrière et qui crie famine en fait. Et souvent dans la relation amoureuse, c'est j'ai pas eu, j'ai pas reçu, j'ai pas été aimé. Donc aujourd'hui, je cherche toujours plus, toujours plus. Voilà. Je ne peux pas me contenter de toi, par exemple, parce que tu es limité, parce que tout le monde est imparfait et limité. Bah, toi, tu ne suffis pas. Donc je vais voir à côté, à côté, à côté, et je ne peux pas renoncer en fait. J'ai du mal à me satisfaire de ce qui est là. Donc je vais vite m'ennuyer ou je vais critiquer. C'est ça, les envieux, ils critiquent, hein. Ils sont jugeants en fait, ils peuvent même blâmer. Voilà, il y a toujours un manque, c'est jamais assez, et ça serait toujours mieux si. Voilà, hein, c'est ça l'envie. Euh, bon, voilà, donc ça peut être extrêmement fatigant pour eux et pour l'environnement, le partenaire aussi qui est à côté, parce qu'il se sent toujours sur la sellette, hein, toujours pas assez ceci, pas assez cela, et c'est instabilisant. Et d'ailleurs, ça fait partie des profils instables. Hein, l'envieux est quelqu'un d'instable. Il a du mal à s'engager et alors je vais faire un parallèle avec la norme sociétale parce que c'est vrai qu'on est en Occident dans une société qui a du mal à s'engager aujourd'hui. Au niveau de la relation amoureuse, moi je suis dans la relation amoureuse, on le déclare, mais c'est pas faux, ça ne veut pas dire que tout le monde ne s'engage pas, mais il y a quand même une difficulté globale à l'engagement qui fait que il y a moins de couples qui durent longtemps. En fait, voilà. Donc ça fait plus des contrats à durée déterminée qu'autre chose. Bon, pourquoi pas, j'ai pas de jugement moral par rapport à ça, hein, mais souvent il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, qui sont en souffrance par rapport au manque d'engagement, hein, qui disent mais il y a une phobie de l'engagement, c'est quoi ce truc, il y a plus de personnes qui veulent expérimenter, consommer, ne pas rater des expériences extraordinaires comme les voyages. Voilà, on fait des voyages d'amour, mais on n'a pas forcément envie de se poser quelque part pour longtemps. Ou alors il y a l'idée que j'aimerais me poser comme un rêve prometteur, l'idéal. J'aimerais faire un couple magnifique avec une femme parfaite ou un homme parfait, et assez rapidement ça déchante. Enfin, rapidement, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être même 6 ans, mais c'est rapidement, enfin, par rapport à l'époque d'avant où il restait toute une vie, là, peut-être avec plus d'insatisfaction, mais ils se contentaient beaucoup plus facilement parce qu'il n'y avait pas cet idéal prometteur, donc ils étaient moins insatisfaits, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un truc extraordinaire. Donc aujourd'hui, on s'attend, la société du non-engagement, c'est lié à un idéal prometteur. Si je vis dans une société idéaliste, et que je ne me rends même pas compte, ce qui est notre cas ici, hein, on vit dans une société idéaliste, on n'est pas encore dans on va pas tarder à y être, mais on n'est pas encore en zone survie. Donc tant qu'on n'est pas en zone survie, on est en mode vie. Donc dans la vie, on veut le bonheur. Et donc le bonheur, c'est le meilleur. Et donc on a créé une société idéalisée, hein, avec des rêves toujours plus, très très hauts. On veut le bonheur, on veut tout, on veut renoncer à rien, on veut l'abondance. Et on le voit beaucoup dans les réseaux sociaux, enfin, ça apparaît sans arrêt, tous ces clichés prometteurs, vous pouvez tout avoir, tout avoir, tout avoir. Bah, du coup, en étant dans une société comme ça, où l'idéalisme est gagnant, bah forcément, la souffrance, elle va avec. Le manque et la souffrance. Parce que c'est comme si on nous faisait croire à un rêve, en fait. On nous fait croire que c'est possible de tout avoir. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout désabusée, parce que, en même temps, je vais revenir sur la thèse. Oui, c'est vrai, parfois l'herbe est plus verte ailleurs. Parfois, c'est vrai, il y a des cas où vous pouvez vous interroger, faire un bilan sur votre vie. Et ceux qui ont, par contre, pas les envieux, mais ceux qui sont dans un manque de confiance en eux et qui sont dans la croyance je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'être aimé, eux, ils vont s'organiser pour vivre des vies minimalistes, des vies qui sont pas terribles en fait, pas top, pas assez bonnes pour eux. Voilà. Je ne mérite pas assez du bon, donc je vais vivre chichement. Et à ce titre-là, je vais accepter de faire un couple avec un partenaire pas top, quoi. Voilà.
Et je vais supporter, je vais tolérer. De toute façon, dans la vie, c'est comme ça. Si je suis une femme, ben, de toute façon, c'est mon sort. Voilà. Bon, déjà que j'entends souvent ça dans ma patientèle. Ah bah déjà que je l'ai et qu'il m'aime et qu'il me dit qu'il est gentil, je vais quand même pas demander plus. Voilà. Donc ça, non, il y en a beaucoup ça. Qui se disent bon bah quand même. Et puis qui sait si j'aurais mieux ailleurs. Parce que justement, avec ce truc, mais oui, mais personne n'est parfait. Et là, je le connais, ça m'est familier, cet homme ou cette femme, elle m'est familière. J'ai mes habitudes, j'ai ma routine. Et donc, je ne mérite pas d'être plus aimée que ça. Donc, du coup, ça, c'est l'inverse. C'est vrai, il y a certaines personnes qui vivent pas assez à la hauteur de leurs ambitions. Elles pourraient mériter mieux, mais elles n'y croient pas, en fait. Donc, il y a des cas de figure. Mais là, c'est le profil inverse à l'envieux. Hein. C'est vraiment ceux qui se minimisent là, et qui n'ont pas assez confiance en eux et qui feraient mieux de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, parce que c'est vrai. Parce qu'on peut trouver sur notre chemin, quand on est aligné, quand on a confiance en nous et quand on est débarrassé de la, du sentiment de solitude, je vais être seul et je vais finir, ça va être terrible, voilà. On peut être tranquille et à ce moment-là faire une rencontre sur notre chemin avec un partenaire qui va nous combler, jamais nous combler complètement, mais qui est beaucoup plus en accordance avec nos valeurs, avec qui nous sommes quand même. Voilà. Donc ça c'est possible. Donc c'est intéressant. Là je développe l'antithèse qui est oui, il n'y a pas que des envieux sur Terre, il y a aussi des personnes qui ont besoin de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et elles feraient mieux d'être un peu plus comme les envieux, quoi, de se dire bah oui, je peux mériter plus. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi. C'est vrai que c'est au cas par cas, c'est pas systématique. C'est vrai que globalement, aujourd'hui, dans notre société, qui est une société idéaliste, c'est quand même beaucoup de personnes rentrent dans le profil envieux, qui est oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, toujours plus, toujours plus, toujours plus, courons, après un peu plus de ci, un peu plus de mi, et donc déception derrière à la clé. Hein. Frustration et déception, mais il y a quand même certaines personnes qui sont malheureuses parce qu'elles croient qu'elles ne méritent pas mieux que ce qu'elles ont et elles ne peuvent pas tolérer l'abondance. Voilà. Donc, par contre, c'est plutôt les profils altruistes, hein, je vais donner aux autres ce que j'ai besoin de recevoir, et donc du coup, je crois que je ne mérite pas mieux, je vais m'oublier dans la relation, et là je me perds en fait. Donc c'est pas très sain non plus, hein. Il ferait mieux de se dire mais non, je mérite plus. Ça veut dire que je vais m'aimer plus en méritant plus et d'arrêter peut-être cette relation qui est souffrante et qui ne me correspond pas, voilà, tout simplement, pour laisser de l'espace pour que quelqu'un arrive qui sera plus en correspondance avec qui je suis. Donc ça, c'est vraiment la thèse inverse. Ouais, attends, si tu parles, je veux bien que tu prennes le micro. Merci. C'est juste un éclaircissement. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est l'idée qu'on ne puisse pas tolérer l'abondance. Ça, je ne comprends pas. Ah oui, merci de ta question, parce que pour moi, c'est évident. Oui, et en fait, ça, c'est vraiment lié à notre enfance. Les personnes, des enfants petits, qui ont vécu justement avec peu de satisfaction de leurs besoins, pas assez de protection, pas assez d'amour, pas assez de ces sentiments de sécurité, ou qui a été trop seul, ou impuissant, bon bref, pour des raisons XY, ça va laisser des traces de je me résigne, je fais avec peu, je vais me débrouiller assez tout seul, tu vois, et je vais faire avec ce qui est là, voilà, ce qui est disponible là, et point barre. Je vais gérer comme ça en fait. Hein. Et puis, je vais continuer à grandir. Donc, soit ça va faire le profil envieux, soit ça fait l'inverse. Soit ça fait, je continue à faire avec peu, avec peu, avec peu, avec peu. Parce que j'ai fait avec peu. Donc ça, je sais faire. Par contre, faire avec plus, respirer plus d'air, plus d'oxygène, prendre plus d'amour, prendre les compliments, par exemple, tu vois, qu'on me donne, prendre des cadeaux, prendre des attentions, demander de l'aide, ça, je sais pas faire. Parce que j'ai dû me débrouiller vraiment tout seul avec rien, 3 fois rien. Donc, je reste toujours réservée dans mon coin, toujours en mode méfiance et en imaginant, en interprétant que je ne peux pas obtenir ce que je veux, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir à ce moment-là tolérer ce que j'appelle tolérer l'abondance, parce que je vais interpréter et déformer la réalité avec mon filtre de l'époque, que quand j'étais petit, je ne pouvais pas recevoir ce que je voulais. Donc je crois toujours que je ne peux pas recevoir ce que je veux. Donc je vis chichement.
Donc, au lieu de vivre comme ça, je vis comme ça, tout petit, quoi. Et ça fait partie de ces personnes qui disent, mais non, je ne peux pas être aimée plus, je me contente de ce que j'ai là. Voilà, il est quand même gentil, regarde. Donc elles vont nier toute une partie qui est peut-être je me fais maltraiter, peut-être que j'en fais 10 fois trop, peut-être que voilà, je me sacrifie, mais bon, je m'en rends même pas compte parce que je trouve ça normal en fait. Et je peux même pas imaginer que je pourrais avoir plus, je peux même pas l'envisager, ça me rentre même pas, même pas j'y pense. Ouais. Est-ce que c'est pas lié surtout au jugement qu'on a par rapport aux autres, comment les autres nous voient, ou la peur d'être jugé? Si on en faisait trop ou si on en demandait trop, que les gens ils disent t'en fais quand même un peu trop. C'est pas lié à ça plutôt le manque de confiance parce que les gens qui se renferment, moi je sais que j'étais un peu comme ça, à me dire moi je me contente de ça, mais c'est parce que d'un côté je me disais je préfère me contenter de ça pour pas être déçu et pas paraître bizarre aussi auprès des gens, quoi. Bah si, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, Ouais. bien sûr, ça va donner cet engramme qui est je me contente de peu parce que si jamais je la ramène, si jamais je fais l'enfant entre guillemets, c'est pas l'enfant, mais si je réclame, bah, je vais pas, j'anticipe que je vais pas avoir, j'anticipe que je vais être rejetée ou jugée. Ou de toute façon, il y a un engramme de départ qui est de toute façon, je ne peux pas obtenir ce que je veux. Donc laisse tomber, quoi. Voilà, n'insistons pas. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est engrammé qui fait qu'il y a une interprétation. Hein. Au lieu de vérifier par mon adulte en faisant une demande, en étant clair, en disant voilà, est-ce que je pourrais obtenir ça, ou est-ce que vous pourriez m'aider là-dessus, ou je sais pas quoi, tu fais pas de demande parce qu'il y a une anticipation que c'est pas la peine. Donc ça, c'est engrammé en fait. Et effectivement, il y a beaucoup l'imaginaire aux commandes qui est j'imagine qu'on va m'évaluer, qu'on va me critiquer, qu'on va me juger. Mais c'est une anticipation parce qu'en fait, c'est pas vérifié. Donc c'est un mode méfiance. Hein. Donc ça, ce sont vraiment les traces des impacts des traumatismes de l'enfance, du développement. Et c'est important de voir comment ensuite, quand on grandit, on reste avec ça. Et donc pour cette partie de la population qui est vraiment dans je ne mérite pas plus, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont donner tout et pas prendre trop. Donc s'oublier. Et c'est pour ça que je dis ne pas tolérer l'abondance, parce que d'un coup que la vie leur donne beaucoup, ils ne peuvent pas recevoir beaucoup. Il faut qu'ils reçoivent à dose homéopathique, cela. Sinon, c'est trop d'un coup, c'est too much. Quoi. Ils peuvent pas, il faut un temps d'intégration que je peux prendre un peu plus, ou me donner un peu plus. Voilà, un peu plus, toujours un peu plus, plutôt que de passer mon temps à vivre avec peu. Donc ça, c'est pour ceux qui ont intérêt à écouter ma conférence en mode oui, l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai intérêt à me rappeler alors que je peux mériter mieux, je peux me donner à vivre un meilleur que ce que je vis maintenant. Mais voilà, mais sinon j'étais plutôt partie sur cette frustration liée à un idéalisme trop grand qui est j'imagine que l'herbe est plus verte ailleurs. Et je vais ne pas pouvoir m'engager, ne pas pouvoir me positionner et du coup me faire souffrir et faire souffrir les autres parce que si je suis avec un partenaire comme ça, un partenaire qui ne peut pas s'engager vraiment, qui s'engage sans s'engager, parce que ça c'est pas toujours très clair. Hein. Les gens qui ne s'engagent pas, c'est pas qu'ils disent ah non je ne peux pas m'engager, souvent ils veulent s'engager, il y a une partie qui veut s'engager, ce serait plus simple sinon. Hein. Mais il y a une partie qui est là, qui est présente dans la relation, et il y a une partie qui n'est pas vraiment là, qui fuit, ce qu'on appelle une fuite d'énergie dans la relation. Donc c'est pour ça que c'est confus quand vous avez un partenaire comme ça, qui est dans l'herbe et plus verte ailleurs, c'est vous pouvez passer des très très bons moments avec lui ou elle, parce que quand il est là, il est vraiment là, et que ça peut être très chouette, il peut avoir une très belle relation. Hein. Et en même temps, comme il y a une fuite de l'engagement avec l'herbe et plus verte ailleurs, parce que ce partenaire-là est orienté sur le manque ou l'idéal. Le manque, c'est avec l'idéal. Hein. J'imagine qu'il y aurait une femme parfaite, en tout cas qui pourrait combler. Toi, tu combles ici quelque chose, mais l'autre pourrait combler encore autre chose, qui a donné naissance au modèle du polyamour, d'ailleurs, hein, entre nous soit dit. C'est je peux avoir ça ici et ça là-bas, et encore ça là-bas. Peut-être, moi je ne critique pas, c'est un modèle qui existe, et pourquoi pas. Mais effectivement, vous avez compris que ça fait partie des profils envieux qui vont s'offrir ça. Bon voilà, alors après, si vous êtes avec quelqu'un comme ça qui a du mal à s'engager, parce qu'il y a un ailleurs meilleur, ou fantasmatique,
ou en passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il va vraiment, c'est l'histoire du mari et de la maîtresse, hein, ça peut être une femme et son amant, c'est le même truc, hein, parce que c'est soit fantasmé, soit passage à l'acte, soit j'ai vraiment une vie ici, une femme ici et un amant là-bas. Et donc, il y a une fuite, vous sentez que quand vous êtes avec la personne, même quand elle est très présente à vous, il y a une fuite de l'engagement, il y a une partie d'elle, un bout qui n'est pas là. Alors, vous le sentez dans l'invisible ou vous le sentez vraiment? Parce qu'il y a ce truc de oui, je suis bien avec toi, mais il y a le oui, mais. Oui, mais je suis là, mais vous sentez le truc instable qui est oui, mais je suis là. Ou alors, mais si c'est fantasmé, c'est oui, mais quand même, ça pourrait être mieux là-bas. Tu sens que la personne n'est pas satisfaite, quoi. On sent cette espèce de vide intérieur qui est jamais comblé. Vous le sentez, ça. Moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais on sent très bien les gens ils sont jamais contents, quoi. C'est jamais assez, ça pourrait être tellement mieux. Et il y a toujours quelque chose de plus extraordinaire qui pourrait se passer, une espèce de truc qui fait que on croit ouais, encore plus mieux. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, moi, de mon point de vue, c'est une envie d'absolu, en fait. C'est une forme de grandiosité, j'appelle ça. C'est-à-dire un désir de toute puissance, un désir d'être Dieu à la place de Dieu, un désir d'avoir l'infini, de tout avoir, d'être tout avoir, d'être tout puissant, d'être au-dessus de tout, d'être parfaitement heureux, parfaitement comblé. Voilà. Et c'est assez délirant quelque part. La grandiosité, c'est complètement l'inverse avec la simplicité, avec la réalité ordinaire, on va dire. Hein. On est dans l'inverse de l'extraordinaire. Donc voilà, l'ordinaire ne prévoit pas l'extraordinaire. Donc ces personnes-là vont fuir au niveau de l'engagement parce qu'elles rêvent d'un extraordinaire et que ça pourrait être atteignable. Et donc, elles rêvent de l'illimité. Et c'est terrible, hein, c'est un poison ce truc dans la relation. Soit vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez voir que ça va vous faire souffrir et ça va faire souffrir vos partenaires parce qu'il y a une fuite de votre énergie. Vous n'êtes pas vraiment là, vous êtes là sans être là. Et on sent que vous n'êtes pas là, quoi. Donc à un moment donné, on dit toujours, hein, choisir c'est renoncer. Et donc, c'est se positionner. Et une chose aussi à savoir, c'est que plus vous vous positionnez quelque part, en disant, bon, je te choisis et je ne choisis pas la voisine d'à côté, plus ça permet à l'autre de se positionner. Parce que si vous ne vous positionnez pas, si vous êtes dans le flou, bah, l'autre, il ne sait pas où vous êtes. Hein. Donc, il ne peut pas se positionner non plus. Donc, ça fait traîner des relations pendant des siècles, des relations qui ressemblent pas à grand-chose, qui sont souvent beaucoup souffrantes. Et c'est pas la peine. Donc ça peut être à un moment donné plus intéressant pour tout le monde de dire voilà, bon là je suis avec cette femme-là, elle m'offre pas tout, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que je m'en satisfais ou pas? Si c'est pas ok pour moi, ça me correspond pas, j'arrête la relation, je laisse de l'espace pour quelqu'un d'autre, ou je continue et je renonce à tout avoir à un moment donné. C'est à quel endroit je crée, je crois. Parce que être là en se disant oui mais c'est insatisfaisant, mais peut-être que ailleurs, peut-être que ma femme idéale, peut-être qu'un jour, peut-être bon, à un moment donné, voilà. Alors, je pense que pendant les périodes certaines, selon l'âge, il peut y avoir plus d'idéalisme. C'est possible, hein, c'est une hypothèse que je fais. Hein, qu'il y a quand on est plus jeune, vers 20, 25 ans, 30 ans, on peut encore fantasmer d'un ailleurs meilleur et toujours meilleur en faisant plein d'expériences. D'ailleurs, souvent, les jeunes ils disent avant de se marier, de décider de faire notre vie avec quelqu'un, on va faire des expériences, plein d'expériences, comme ça, voilà, on saura un peu mieux à quel endroit se positionner. Et c'est pas mal peut-être, hein, je sais pas, mais l'idée de vérifier dans l'expérience si, et là, j'ai essayé ça, et celui-là, celle-là. Donc j'ai fait ces expériences jeunes, comme ça je peux me rendre compte que, l'herbe peut être plus verte effectivement partout en fait. Quand on regarde bien, il y a toujours des endroits où vous ne serez pas comblé dans la relation. Donc c'est à évaluer jusqu'où vous n'avez pas cet idéal qui vous fait croire que cette personne ne vous satisfait pas en fait. Et autre point, parce que le bonheur ne vient pas que de l'autre,
Je suis responsable de mon bonheur. Donc à quel endroit je fais dépendre mon bonheur de l'autre au lieu de faire dépendre mon bonheur de moi-même au sein de la relation. C'est-à-dire, si je compte sur l'autre pour m'apporter ceci, cela, c'est-à-dire que je ne compte pas sur moi. Donc l'autre est insatisfaisant parce que je ne sais pas me donner ce qu'il ne me donne pas. Voilà. Donc ça, c'est louche, enfin, c'est lourd à porter. Donc posez-vous cette question. Vous pourriez faire un tableau comme ça, en étant... Moi, je le fais faire dans les couples des fois. Je leur dis, écoutez, mettez vos expectatives sur l'autre. Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Alors je note, tac, 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 j'attends qu'il soit organisé, fiable, je sais pas, fidèle, à mon service, attentionné, tati, tata, tata, faites votre liste, intense, passionné, tati, tata, communicant, bref, faites votre liste, d'accord? Et l'autre, il fait pareil de son côté, si vous êtes en relation. Donc là, vous allez mettre la totale, vraiment la totale de vos idéaux, d'accord? Et à côté, sur la liste à côté, vous mettez tout ce qu'il ne comble pas, par exemple. Ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Les cases en plus et les cases en moins. Et vous allez voir l'écart. Donc, sur les cases qui ne cochent pas votre partenaire, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ces critères sont des critères fondamentaux pour moi? Par exemple, la communication ou la sexualité, je sais pas, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est fondamental? Ça veut dire c'est un essentiel. Voilà, je suis comme ça et c'est non négociable, c'est mon truc. Donc, si j'ai pas ça, je suis très mal, d'accord? Donc, posez-vous cette question sur les critères manquants. Est-ce que c'est vraiment un essentiel pour vous ou est-ce que vous pouvez lâcher l'affaire? Est-ce que c'est autrement dit, est-ce que c'est négociable ou non négociable? Donc ça mérite de faire en sorte que vous connaissez bien, hein, de ne pas faire le déni sur vous-même. Donc vous faites ça, et puis si c'est quelque chose qui est annexe en fait, je sais pas, si par exemple vous dites, bah oui, il n'est pas toujours disponible par exemple. Voilà, j'aimerais quelqu'un qui soit plus disponible et je ne peux pas partager plein d'activités avec. Très bien. Est-ce que je ne peux pas me prendre en charge là-dessus en faisant des activités que l'autre ne veut pas faire avec moi, en les faisant par moi-même par exemple? Parce que ce n'est pas un essentiel. Par exemple, si pour vous un essentiel c'est la communication et que la communication est bonne, bon, alors pourquoi vous prenez la tête sur le partage des activités par exemple? Ou sur, je ne sais pas, d'autres trucs sur la logistique ou autre chose qui est moins essentiel pour vous. Donc c'est vraiment important de vous connaître et de voir, tiens, je vais faire la liste de mes expectatives, là, de mes idéaux sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre... est-ce que l'autre me correspond sur les essentiels, sur les fondamentaux? Oui ou non? Et si c'est pas le cas, si c'est vraiment pas négociable, je vais peut-être arrêter la relation avec cette personne. Ou si c'est négociable, comment on négocie? Enfin, qu'est-ce qu'on ajuste à deux, quoi? Qu'est-ce qu'on peut créer comme ajustement? Est-ce que l'autre peut faire un pas vers moi ou pas? S'il peut, tant mieux. S'il peut pas, je vais me prendre en charge. Faire des trucs sans l'autre, quoi. Je ne suis pas obligée de faire tout avec l'autre. Donc c'est vraiment intéressant de poser les choses comme ça, carte sur table, dans le concret. Plutôt que de se dire dans sa tête, oui, mais je suis avec quelqu'un qui est décevant, il ne fait pas assez, alors je me parle dans les reproches, il n'est pas assez attentionné, il n'est pas assez tendre. Voilà. On a vite fait de se prendre les pieds dans un quotidien, une routine où on passe à travers, on oublie de poser les choses concrètement, carte sur table. On se dit oui, mais c'est pas grave, alors qu'en fait c'est grave pour vous qu'il ne soit pas attentionné ou tendre. Voilà. Et donc, oui, mais bon, tant pis, mais bon, voilà. Donc, c'est important aussi de s'arrêter, hein, et de prendre un temps de régulation dans le couple, voilà, pour se dire les choses, voir qu'est-ce qu'on en fait de ça. Et c'est vraiment essentiel. J'avais aussi envie de... Donc, ça, c'était l'envie et l'insatisfaction chronique qui sont en lien. Les personnes qui sont envieuses comme ça, tournées vers l'herbe et plus verte ailleurs, elles ont souvent une incapacité à se tourner vers des plaisirs simples. Vous remarquerez que ces personnes sont toujours en mode... les petits plaisirs, moi j'ai remarqué, hein, les petits plaisirs du quotidien sont vus comme inaperçus. C'est-à-dire que c'est un manque de gratitude. La gratitude, c'est le remerciement de ce qui est, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Je sens et j'offre en étant reconnaissante de ce qui m'est donné. Et personne tournée vers un ailleurs meilleur,
et qui fantasment la vie plutôt que de la vivre, vont être assez peu dans les plaisirs simples. Elles vont être dans les plaisirs grandioses, les plaisirs extraordinaires. Donc c'est l'idéalisme. Hein. Donc je vais être épris d'un amour passionné, voilà. Mais c'est dans les livres, quoi. Mais ma routine, oh, bof, voilà. Je vais être épris de voyages extraordinaires, mais celui-là que j'ai fait, c'est bien, je suis allée au Pérou, mais quand même, il faudrait que j'aille, je sais plus, au Mexique, ou je sais pas où, c'est jamais assez, quoi. Voilà. Donc ça passe du temps dans la rêverie, mais les plaisirs simples sont passés inaperçus, en fait, ne sont pas reconnus comme tels. Et je vous rappelle que la sagesse, enfin une des formes de la sagesse, c'est d'aller dans le sens dans la direction du dépouillement de l'être, pas d'avoir toujours et encore plus, et d'obtenir toujours plus. Et là, c'est peine perdue, je pense, parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte, vous allez vous essouffler, hein, vous vous rendez compte que bah voilà, le monde extérieur, finalement, ne comble pas tout, et que bah, c'est plutôt de se retourner vers l'être. Et donc, ce dépouillement, hein, cette espèce d'orientation vers la simplicité et le dépouillement, va permettre de reconnaître les petits plaisirs simples du quotidien, petites choses toutes bêtes, et de remercier peut-être, de se remercier, hein, et de remercier l'autre si vous êtes en couple. Dire ah ouais, c'est chouette cette petite attention, ce geste. Et je vais vous donner à ce titre-là, pour ceux qui ont du mal avec la gratitude, des petits riens du quotidien, un protocole que je donne à mes couples, que j'ai tiré de la thérapie Mago, que j'avais suivi une fois, et qui est un protocole de gratitude dans la relation. Donc c'est très simple à faire. Faites-le, ça fait partie d'une forme d'hygiène relationnelle pour moi, et qui est super chouette à faire vivre dans le couple. C'est vous mettez par deux en face. Bon, c'est vous mettez pas dans la voiture, je sais pas, bon, mettez-vous en face, c'est un truc un peu sérieux, face à face. Et il y en a un qui commence par dire voilà, ce que j'ai apprécié de toi récemment. Une chose que j'ai appréciée de toi récemment, c'est 3 petits points. Vous allez pointer quelque chose. Et une fois que vous avez pointé quelque chose, alors ça peut être ou une qualité que j'aime chez toi, c'est voilà, soit quelque chose que j'ai apprécié récemment, ou quelque chose que tu as fait pour moi, ou voilà. Et l'autre va écouter ce qu'il a à dire et reformuler juste derrière. Ah, tu es en train de me dire, je t'entends me dire que tu as apprécié que je fasse la vaisselle derrière toi, c'était vraiment sympa, je ne m'y attendais pas. Ou tu m'as emmené au restaurant, ou que je sais pas, il m'a fait un bisou dans le cou en passant, en faisant la vaisselle. Enfin, voilà, vous avez trouvé le truc. Donc vous reformulez. Et puis après, celui qui a nommé quelque chose, il va dire j'apprécie cette qualité de toi, et ce qui est important pour moi là-dedans, c'est voilà, ce qui est important pour moi, que j'ai apprécié, que tu as fait pour moi, ça me touche ou c'est important pour moi, il va développer un peu plus. C'est ceci, c'est cela. Et donc l'autre va reformuler de nouveau. Et ensuite, vous passez à l'autre. Vous changez de tour. Donc ces petits protocoles de gratitude permettent vraiment d'insister sur ce qui passe inaperçu en général. Les petites choses anecdotiques, petits gestes simples du quotidien, petits mots tendres, des mots doux, les choses qui sont habituelles ou évidentes, qui deviennent moins évidentes parce qu'on les reconnaît en fait. Hein. Donc c'est une forme de remettre en service de l'énergie positive hein, dans la relation, plutôt que d'appuyer toujours là où c'est fait mal. Voilà. Donc ça peut être pas mal, parce que le problème des envieux, comme je l'ai dit, hein, ils ont vraiment... ils sont tournés vers l'idéal, mais ils ne sont pas tournés vers ce qui se passe là. Hein. Ils ne savent pas voir ce qu'ils ont, ils savent voir ce qui n'est pas. Donc ils veulent toujours changer la réalité qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait, changer l'autre, me changer moi, ils passent leur temps à parler de ça, qu'est-ce qui serait mieux, mais ils sont incapables de voir ce qui est là. Voilà. Donc c'est une vraie difficulté, et c'est très pénible quand vous vivez avec quelqu'un comme ça, parce que s'il ne connaît pas ce genre de protocole, il ne le fait pas de lui-même en fait. Donc c'est pour ça que les exercices comme ça obligent la personne à pratiquer, à voir et à reconnaître voilà, ce qui est là présentement, ici, là, ou ce qui a été fait hier ou ce matin,
c'est magnifique, quoi. Et c'est pas rien, c'est pas un machin que t'as fait comme ça en passant, on s'en fout, c'est normal, t'es ma femme, donc tu fais ça pour moi, voilà. Donc je reconnais, je te reconnais, et ça fait toujours du bien d'entendre que ce qu'on a fait pour contribuer à l'autre, on a fait la vaisselle parce que voilà, on se dit ça lui va faire plaisir, ou on lui a fait un petit gâteau, ou je sais pas quoi, et il le reconnaît. Donc on se sent honoré d'avoir été vu dans le geste qui a contribué pour l'autre. Donc je trouve ça assez chouette de pouvoir aussi passer un temps sur ces protocoles de gratitude, plutôt que d'être toujours branché sur ce qui devrait, qui n'est pas, qui serait mieux vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est quand même important que vous puissiez, si vous ne le faites pas, faites-le. Hein, je vous invite vraiment à vous tourner sur cette forme de sagesse, qui est de se contenter des petits riens. Et alors, soit vous êtes avec quelqu'un, donc vous le faites à deux. Si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire très bien, vous le faites à vous-même. Faites le même protocole. Vous vous honorez. Moi, je le fais. C'est pas parce que j'adore. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un pour commencer à s'honorer. C'est ridicule, ce truc. Surtout, on ne se lâche pas. Donc vous le faites. C'est-à-dire vous vous remerciez d'avoir fait un geste pour vous, d'avoir une petite attention, d'avoir pris soin de vous, d'avoir pris du temps pour vous. Voilà. Tout le bon, pouvez-vous le faire. Plutôt que de faire genre, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est vraiment important d'être content de soi, en fait. Parce que les personnes envieuses sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, souvent. Il y a une estime de soi souvent fragile. Et c'est pour ça que ça donne un ailleurs meilleur, un idéaliste. Parce que si j'étais capable de me contenter de ce que je suis, que j'étais content d'être qui je suis, je ne serais pas toujours tournée vers « Ah, c'est mieux, l'herbe est plus verte là-bas et plus verte là-bas. » Voilà. Donc, ça fait partie du truc. Autre chose qui peut nourrir aussi le terrain de ceux qui croient que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est la sensation de sécurité. Alors, ça, c'est vraiment un thème générique. Sécurité, insécurité. La plupart de mes patients qui arrivent, ils sont en zone d'insécurité. Voilà, c'est ça, c'est pas compliqué, sinon ils ne viennent pas me voir. C'est fidu. Les autres, je ne les vois pas. Mais quand ils arrivent, ils sont en zone d'insécurité, parfois d'insécurité majeure. D'accord ? Et insécurité, mais sur plein de plans, affective, que vais-je devenir dans le futur, parce que c'est souvent orienté futur, l'insécurité, c'est une vigilance. Donc ça crée des angoisses, d'anxiété, et puis surtout, et demain, et après-demain, et dans 10 ans, et non, voilà. Donc ça, c'est l'insécurité qui crée ça. Donc les personnes qui ont une insécurité de base assez forte vont essayer de s'accrocher à la relation amoureuse, mais vont essayer de s'accrocher à tout et n'importe quoi pour se garantir une vie sécure. Donc je veux des garanties. Je vais trouver quelqu'un qui est fiable, comme ça je vais avoir une garantie. Je vais me trouver un métier sécurisant, comme ça je vais avoir une garantie. Donc ils veulent des garanties, d'accord ? C'est normal, ils veulent contrôler pour éviter de sentir l'insécurité interne. Ça, c'est logique implacable. Sauf que ça ne marche pas tellement comme ça. Ça va bien, mais bon. Donc si je confie ma sécurité, par exemple, au couple, donc je vais m'organiser pour que ça se passe comme ça. Si j'arrive à ce que ça... Des fois, il y a des personnes qui sont tellement contrôlantes qu'elles arrivent à cocher la case. Elles se prennent le petit mari gentil, font les enfants gentils, enfin tout parfait, quoi. Là, tout est dans les cases, tout est à 100, voilà. Et une fois qu'elles se sentent en sécurité, je vous le paye en 1000, qu'est-ce qui se passe ? Elles partent dans un ailleurs meilleur. C'est-à-dire, elles commencent à fantasmer d'un ailleurs meilleur. Voilà. Et maintenant que j'ai tout ce que je veux, c'était mon rêve, maintenant je suis en sécurité. Oh, je suis assise, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Je m'ennuie comme un rat mort. Et donc je vais commencer à fantasmer. J'ai du désir ailleurs. Peut-être cet homme-là qui est dans mon collaborateur, mon hiérarchique, je ne sais pas quoi, mon voisin, mon ami, que j'ai vu dans une soirée, l'ami de mon ami, enfin bon, des trucs comme ça, c'est classique. Et je vais commencer à fantasmer d'un ailleurs meilleur. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça ? Parce que le système nerveux fonctionne comme ça. Le système nerveux, pendule, sécurité, insécurité. Voilà. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de pendulation. Donc, c'est pas du tout étonnant que plus de grande partie
des personnes que je rencontre qui sont en insécurité, vont s'arranger pour trouver de la sécurité qu'ils vont jamais vraiment trouver parce qu'il n'y a aucune garantie nulle part, mais peu importe, ils ont l'illusion de la sécurité quelque part avec la petite maison dans la prairie. Et une fois qu'ils l'ont, c'est parfait, mais ils vont commencer à penduler dans le manque. Parce que ça fait ça en fait. Hein. Quand on commence à être... vous le sentez, mais n'importe comment. Quand vous commencez à vous sentir posé, imaginez vous vivez un super moment. Un moment merveilleux, un moment où vous êtes comblé, soit dans la nature, soit avec votre amoureux, soit voilà. Pensez à un moment où vous avez été comblé. D'accord ? Tout était parfait, vous étiez vraiment complètement, vous avez le corps qui se pose, vous êtes là, ah, c'est trop bien, je me détends, je suis en sécurité, tout, c'est formidable. Ok ? Donc vous imaginez ça. Ben, une fois que ceci est vécu, que se passe-t-il juste après ? Voilà, un désir. Voilà. Il y a un truc qui se lève, vous n'allez pas rester comme ça, là. C'est bien, laissez-moi là. Non, pas du tout. À un moment donné, hop, pourtant c'est merveilleux. Hein. Hop, il y a un désir qui se lève et vous allez partir sur un autre truc. Et ça peut être orienté sur l'orientation, l'herbe est plus verte ailleurs. Et un autre truc qui m'attend, quelque chose m'attend ailleurs, un ailleurs. Soit quelque chose qu'il faut faire, mais ça peut être souvent un appel, une aspiration vers un ailleurs meilleur. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais vraiment combler, parce qu'on est comblé et après, hop, ça part. Alors tant qu'on est vivant, ça fait ça. Parce que le système nerveux fait ça. Il pendule du plein au manque, tout le temps. Et donc on s'y attend. Donc maintenant vous connaissez le truc. Donc vous ne serez pas surpris si vous basculez du plein au manque, et au manque qui va vous faire partir vers un ailleurs meilleur, qui est un fantasme en même temps. Ça fait partie de notre fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ça l'illusion. Posez-vous les questions quand vous avez une aspiration pour aller vous tendre vers quelque chose d'autre qui vous ferait croire que cet ailleurs serait meilleur. Est-ce que ceci est vraiment vrai ? Et c'est pour ça que les jeunes dont je parlais, là, qui font entre 20 et 30 ans pas mal d'expériences, ils ont souvent vérifié, à force de consommer plein d'expériences, que ce n'est pas forcément vrai que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, au contraire, ils vont être un peu désabusés. On ne veut pas s'engager, ils ne veulent pas s'engager, personne ne veut s'engager. Bon, à un moment donné, on flotte, quoi. À force de trouver du non-engagement partout, on ne sait plus où se poser, quoi. On ne sait plus où on est, ça se disperse, et puis c'est insécurisant, en fait, hein, c'est instable. Donc, les gens se plaignent de trop d'insécurité à cause du non-engagement, mais en même temps, cette histoire de... je vous rappelle qu'on n'est pas dans la survie en ce moment, donc on est plutôt dans la vie. Donc on veut faire des expériences, on fait des expériences, voilà, et puis une histoire ici, une histoire là-bas, et puis une histoire, l'autre qui ne satisfait pas, donc passons au suivant. Bon, très bien. Et puis il y a l'histoire de l'abondance, hein, comme vous savez, c'est l'étal. J'en ai souvent parlé avec les sites de rencontres, et puis même l'idée que celui-là il est bien, mais l'autre il pourrait être bien aussi, et puis l'autre encore aussi, et puis peut-être que l'autre il pourrait être encore meilleur. Voilà, c'est comme dans les supermarchés, il y a l'étalage, toujours un produit qui serait mieux là-bas, encore plus top. Et donc du coup, je me résigne à rien, je veux rien me refuser, je veux tout là. Et du coup, l'abondance, ça crée la difficulté de s'engager, de se positionner. Parce qu'il y a tellement de trucs que je pourrais avoir, ou tellement d'hommes, ou tellement de femmes, que là, je ne peux pas me poser, quoi. Je ne peux pas choisir, puisque choisir, c'est renoncer. Alors, c'est nul. Autant tout essayer, hein. Voilà, on va tout tester. Et ça fait ces histoires de non-engagement, de flottement, et qui vont aggraver le sentiment d'insécurité et d'instabilité. Et donc après, vous étonnez pas qu'on crée une population de personnes insatisfaites chroniques et qui viennent me consulter. Alors moi, évidemment, je fais de l'argent avec ça. Je vais pas me plaindre, mais en même temps, c'est pas très sympa parce que, je veux dire, si les personnes sont instables et qu'elles se prennent toujours les pieds et les pattes dans ce type de piège, c'est dommage. C'est pour ça que c'est important de repérer si vous fonctionnez beaucoup avec ce truc de l'herbe est plus verte ailleurs. Ça risque de vous faire souffrir parce que vous allez passer peut-être beaucoup de temps à tester des histoires, à croire que là-bas c'est mieux. Et peut-être vous aurez des moments formidables avec votre amant ou votre maîtresse, hein, je n'en doute pas. Donc ça, c'est même du vécu, puisque je l'ai même vécu. J'ai toujours trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des qualités ailleurs, évidemment. Hein. Chacun ses qualités intrinsèques. Donc avec toi, tu vis ça, avec l'autre, tu vis ça. Mais c'est tout à fait vrai. Sauf que ça crée de l'instabilité. Puisqu'à un moment donné, notre système nerveux, il ne peut pas gérer trop de stress. C'est ça le problème. Donc vous rajoutez les problèmes professionnels, les problèmes d'argent, les problèmes machin. Le stress, il est comme ça.
et ça fait péter un câble, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut vivre, en fait? Est-ce qu'on veut vivre plus de stabilité ou plus d'expérience et d'extraordinaire, d'intensité, qui vont mener souvent à de l'instabilité? C'est pour ça, la question, c'est qu'est-ce que je vise? Et comme notre système pendule, il passe de la sécurité au manque et à l'instabilité, voilà, regardez à quel endroit vous avez envie de vous arrêter. Donc, est-ce que vous pouvez faire un pas de côté, voir est-ce que je peux me contenter de ce qui est là, donc avec plus de simplicité, ou est-ce que c'est juste pas possible pour moi, je ne peux pas renoncer, j'ai besoin de courir après, et de m'agiter après un idéal. Voilà. Et je ne dis pas que le prince charmant n'existe pas. Ne faites pas dire ce que je dis pas, parce qu'après on me dit « Oui mais Véronique, tu es désabusée ». On me dit ça en ce moment. « Oui mais tu es complètement désabusée, tu ne crois plus en rien ». Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit à partir d'un endroit où on se sent stable, alors le prince charmant peut arriver. Il ne serait pas complètement charmant, mais il y a de l'espace pour rencontrer une personne qui concorde à partir d'un endroit où on est tranquille en fait. Mais si on est toujours envieux, toujours en train de l'herber et de courir après quelque chose d'inespéré, d'extraordinaire, etc., déjà on est en chasse, donc on n'est pas très tranquille. C'est-à-dire on court derrière quelque chose qu'on voudrait avoir pour se sentir en sécurité, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, donc c'est pas très cool. Et puis à courir, il y a fort à parier qu'on va attirer des partenaires qui sont en face de ce qu'on est, c'est-à-dire insécures. Et oui, un grand classique. Donc ça, je voulais aussi vous en parler, là, ce truc du fonctionnement sécurité-insécurité. Je voudrais venir aussi sur la notion de... Parce que là, j'ai parlé de la relation amoureuse, mais on va trouver aussi cette même déclinaison de l'herbe est plus verte ailleurs dans la vie familiale, par exemple. On va le trouver dans la rivalité entre les enfants. Il peut y avoir des enfants qui sont pas les chouchous dans la fratrie et qui vont compétitionner d'ailleurs pour trouver ce qui n'est pas comblé là. Voilà, ils vont essayer de se mettre en valeur, de se montrer meilleurs, de tronquer leur vrai moi pour être aimé en fait. Donc ça aussi, voilà, je suis envieux de mon petit frère, c'est classique, je suis jaloux envieux de mon petit frère qui est né juste après moi parce qu'il m'a pris l'amour de ma maman. Et pour récupérer tout l'amour de ma maman, je vais commencer à bricoler, à devenir quelqu'un d'autre. Enfin, à faire le pitre ou à faire plein de choses, ou à rendre service, ou enfin plein de trucs qui font que ce n'est pas moi. Et évidemment, l'enfant va grandir avec ça. Donc on va voir aussi des troubles apparaître sur ce faux moi à partir des dysfonctionnements familiaux où l'enfant s'est dit assez tôt ouais, mais là, moi, je ne suis pas adéquate. Moi, je ne suis pas conforme aux attentes de mes parents. Je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Et donc, à ce titre-là, l'herbe est plus verte ailleurs. C'est dire, mais là, c'est de moi. Je pense que je ne suis pas dans la bonne famille. Soit il se raconte, je ne suis pas dans la bonne famille. Mes parents ne sont pas gentils. La famille d'à côté est beaucoup plus sympathique. Ou mon frère ou ma sœur est beaucoup mieux que moi. L'herbe est plus verte ailleurs. Ou je ne suis pas à la hauteur de mes propres attentes sur moi-même. C'est moi qui dysfonctionne, c'est moi qui ne suis pas adéquate. Donc ça fait plein de perturbations comme ça. Et ça peut être important de voir combien ça peut être délicat, votre positionnement dans la fratrie d'origine. Quelle a été votre place? Est-ce que vous avez eu votre place? Est-ce qu'on vous l'a donnée, pas donnée, etc. Parce que ça va donner naissance aussi à tout un tas d'organisations après chez l'adulte où vous allez rester impacté par ça. Et fabriquer, en faire trop, donner une image, vouloir être gentil, parfait, je ne sais pas quoi, tout bien comme il faut, parce que vous n'avez pas été aimé pour qui vous étiez dans cette famille-là, à cause de ces places dans la fratrie, ou cette rivalité, ou du chouchou, etc. Donc ça existe toujours, souvent, c'est souvent en jeu. Et on va voir après chez les adultes, par exemple, des parents qui vont se dire oui, mais... ça a à voir avec la valeur souvent. Moi, ça y est, j'arrive à fonder la famille que j'ai réussi, mais quand même, mes voisins ont une meilleure famille, enfin, leur famille, elle est plus belle que la mienne, ou elle est plus réussie que la mienne. Voilà, ce que j'ai créé, c'est jamais assez bien. Voilà, on va trouver
si je suis enfant et que je n'ai pas conclu que j'avais de la valeur, alors je vais toujours croire que ce qu'ont les autres a plus de valeur que ce que moi j'ai. Voilà. Donc je vais être dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le jeu des apparences. J'imagine, je me compare, ça c'est des gens qui vont se comparer sans cesse, en pensant que les autres ont vraiment mieux que moi, vivent mieux que moi, sont plus beaux, plus riches, plus intelligents, réussissent mieux, je sais pas quoi, leur famille, leur maison. Bon, donc c'est complètement délirant ce truc, parce que quand la personne est vraiment sûre que c'est vrai, que la famille d'à côté vit mieux que moi, ou je sais pas, il a quelque chose de plus que moi j'ai pas, et je passe mon temps à comparer. Alors là, c'est comment se faire souffrir en des leçons. Ça, franchement, ça c'est top pour se faire souffrir, c'est de passer son temps à se comparer en imaginant, c'est-à-dire en étant vraiment dans le jeu des apparences. C'est ne pas voir derrière le miroir. Parce que la famille d'à côté qui a l'air si sympathique, qui réussit tout là, avec sa belle maison, sa piscine, les enfants qui sourient, tout ça, la maison est parfaite, bien rangée et tout, ben non, en fait, ce sont que des apparences. Parce que si vous commencez à les interviewer, à les suivre avec une caméra, vous allez voir que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les apparences, il y a des gens qui peuvent être... Tout va bien, hein, très souriant, très organisé, très parfait, mais à l'intérieur, on est tous instables, quelque part, on est tous insécures. Donc, on est tous à la même enseigne. Donc, c'est ceux qui sont vraiment dans... Je crois que les autres ont un meilleur... Enfin, l'herbe est plus verte chez eux que chez moi. Et ben voilà. Donc ça, c'est des problèmes de dévalorisation, de je ne crois pas en moi, je crois que les... Et alors, le problème, la souffrance, c'est j'y crois vraiment. Je crois vraiment que ceci est vrai. Donc là, il faut déconstruire ce mythe qui est complètement illusoire, qui est le mythe des apparences. Derrière les apparences, derrière les gens qui sourient dans les réseaux sociaux, dans les imageries, là, que vous voyez, ils sont tous sourires, tout beaux, ils réussissent tout, ils sont dans les voyages, machin. Non, c'est que des imaginaires, c'est que des apparences. On est tous à la même enseigne. Rappelez-vous, on est tous à la même enseigne, hein, de toute façon. Donc tôt ou tard, il n'y a pas un meilleur ailleurs. Les gens ne vivent pas des vies extraordinaires. Non, c'est pas vrai. Même si vous avez des preuves à l'appui. Hein. Non, arrêtez de vous faire du mal. Parce que ça, c'est comment se faire souffrir. C'est moi qui me fais souffrir en imaginant que les autres vivent des machins réussis. Hein. C'est pas l'autre, il souffre pas parce que l'autre, il s'en fout, en fait, il vit sa vie. C'est moi qui, en regardant l'image ou en me comparant, en ce moment, je me fais souffrir. Plutôt que de m'intéresser à ma vie maintenant, de ce qui est là, je suis en train de m'intéresser à ce que l'autre a, que je crois que je n'ai pas, qui ferait que si je l'ai, je serais mieux. Wow, le truc compliqué. C'est que de l'imaginaire, hein, puis c'est que des apparences. Donc voilà, ça c'est une des manières de se faire souffrir. Comment on fait? On fait ça. Alors ce que disait, moi j'aime bien le travail d'Épicure, que vous avez connu. Donc la sagesse, le regard d'Épicure, c'était, il avait fait tout un topo sur les désirs et les besoins. Parce qu'il avait distingué les désirs des besoins. Hein. Il avait dit voilà, il y a des désirs naturels, je vous rappelle. Hein. Je l'ai noté parce que je ne l'avais pas trop en tête. Il y a des désirs naturels et nécessaires. Pour lui, les désirs naturels et nécessaires, c'est justement c'est ceux dans lesquels on devrait tous aller. Hein. C'est pour le repos, il appelait ça le bien-être du corps. Voilà, progresser dans l'abondance des biens matériels pour lui ne contribuerait pas pour rien au bonheur. Bon, il avait vite, on retrouve ça dans les pensées orientalistes aujourd'hui, hein. Les pensées bouddhistes, etc. Détachez-vous parce que le monde matériel est sans issue. Donc, restez tranquille, ne vous agitez pas. Voilà, donc les désirs naturels et nécessaires, donc c'est tout ce qui est simple en fait, tout ce qui est nécessaire. Ouais, c'est les désirs de base en fait, c'est se reposer, manger, enfin tout ce qui est simple. Après, on va trouver les désirs naturels et non nécessaires. Alors lui, il disait le désir sexuel, ce sont des désirs vains. C'est pas que c'est pas nécessaire pour moi, mais c'est quand c'est pas disponible. Ça c'est disponible, profitez-en, mais quand c'est pas disponible, c'est pas la peine de vous énerver dessus, quoi. Parce que c'est ça, l'herbe est plus verte ailleurs. La souffrance est organisée autour de l'idée que je pourrais avoir mieux que ce que je n'ai là, mais pour l'instant je l'ai pas. Donc pour l'instant, je suis en train de fantasmer d'un truc qui n'est pas disponible et je me prends la tête avec ça. D'où le succès des sites de rencontres, hein, d'ailleurs. Hein.
pour partir en chasse de quelque chose que je pourrais avoir et qui ferait que je serais tellement heureux que pour l'instant je ne l'ai pas. Bon, ben d'accord, mais est-ce qu'il faut forcer le destin? J'en sais rien, moi j'ai pas de réponse, mais parfois je les trouve un peu... tous ceux qui sont sur les sites, soit de rencontres ou des sites pour consommer de la sexualité, peu importe, c'est toujours un peu insatiable, quoi. C'est toujours un peu, ça part souvent d'une avidité de la connexion. Hein. C'est comme s'il y avait un vide intérieur. Et de façon avide, il faut toujours remplir, courir après. Oh là là, que vais-je devenir? Il n'y a pas assez, j'ai pas assez à manger. C'est pour ça que Épicure disait, ce sont la sexualité comme ça, de manière avide. C'était, et surtout quand c'est pas disponible. C'était des désirs naturels et non nécessaires. Donc il avait parlé comme avec... Freud a repris ça dans le refoulement. Il avait dit, écoutez, plutôt que de vous énerver, sublimez, quoi. Quand vous n'êtes pas en possibilité d'avoir de la sexualité bonne, prenez pas la tête avec ça. Sublimez, déplacez, faites autre chose, faites du sport, enfin faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui n'est pas, qui devrait. C'est toujours pareil, en fait, c'est simple. Hein. On fait toujours la même chose. Et puis les désirs non naturels et non nécessaires. Donc là, c'est les désirs sans limite, ce que disait Kant aussi, quand il pointait comme ça la soif de posséder, la soif du pouvoir, la soif de la reconnaissance, la soif des honneurs. Donc il n'y en a jamais, c'est toujours vain. Voilà. Et puis... ces personnes qui ont eu des vies appauvries ou des vies traumatiques, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre qu'elles aient cette liaison avec l'herbe est plus verte ailleurs, je vais fantasmer, je vais imaginer que je vais pouvoir avoir mieux, toujours plus, etc. Et en même temps, cette croyance peut vraiment les conduire au suicide. Hein. Ça peut être vraiment hyper décevant, enfin hyper tragique comme truc. Parce que ça mène souvent à une insatisfaction chronique qui peut être vraiment déroutante, quoi. Donc, moi, j'ai vu des conduites tragiques comme ça sur des personnes qui avaient tout misé sur... il y avait des expériences traumatiques, et puis le prochain sera bon, la prochaine histoire sera la bonne. Voilà. Et donc là, je surinvestis, je m'attache à donf. Et si par hasard l'autre s'en va pour une raison ou pour une autre, alors là c'est la déroute, quoi. Parce que j'ai tellement fantasmé sur cette nouvelle relation, ce nouveau couple, cette nouvelle famille, que j'ai pas les moyens de faire face si tout s'écroule, en fait. Et c'est ça le drame. Donc on peut comprendre que de façon prévisible, il y ait des enfants qui ont été maltraités, malmenés, négligés, et qui ont beaucoup fantasmé sur quand je serai grand, l'herbe sera plus verte ailleurs, et donc je vais enfin réparer mon petit garçon, ma petite fille intérieure, et une fois qu'ils l'ont, enfin que par hasard il y a un prince charmant, une femme idéale qui passe, tout va bien, mais combien de temps ça va tenir? Si je fais dépendre mon bonheur de quelqu'un, là, je suis mal, il ne faut pas que ça s'écroule mon rêve, là, parce que sinon à un moment donné... Donc c'est quand même assez parfois tragique, cette construction de « je crois à l'herbe d'ailleurs » et j'investis là-dedans, quoi. Au lieu d'être plus posé, plus spectateur, plus en recul, et de se dire « bon, je fonctionne avec quoi, moi? Est-ce que je fonctionne à ce carburant ou pas ?» Ça peut être un carburant moteur, mais tragique. On peut avoir une fin tragique dans J'y crois vraiment, à ce truc-là. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur ces profils? Ouais, est-ce que tu peux lui passer Donc je trouve, et vous l'avez un peu développé, qu'on a tendance à vivre la vie des autres. Ouais. Hein, c'est un modèle parce que le bonheur, finalement, on nous le renvoie dans la publicité, un petit peu partout, que la vie de l'autre, etc., est toujours meilleure. Donc on a un peu tendance à se dévaloriser par rapport à notre propre vie et admirer de fait ce qui ne nous appartient pas. Hein, et c'est ça, et ça c'est l'envie, hein, c'est vraiment les gens envieux vont vivre à travers l'autre. Donc c'est pour ça que je parlais de vide intérieur ou de forme de transparence. Je ne me sens pas assez existant, vivant, et donc du coup je vais envier, je vais imaginer que l'autre s'éclate, il vit la vie de mes rêves en fait. Et donc je vais idéaliser ou projeter
que les autres, oui. Et moi, j'ai même eu des cas, mais je me rappelle une, ça me fait penser à une jeune fille qui ne pouvait pas se passer de séries, tu sais, des films, des séries feuilletons, là, où elle s'identifiait à l'héroïne de ces personnages, et elle vivait à travers les héroïnes, donc elle passait ses journées au lieu de vivre sa vie, elle vivait... alors là, pour le coup, c'est fantasmé, hein, c'est une vie à travers les personnages, soit de romans, là, c'était de séries feuilletons, mais parce que sa vie ne lui correspondait pas. Enfin, elle ne pouvait pas se contenter de sa vie. Donc là aussi, ça vaut peut-être la peine de faire un point sur sa vie perso. De dire, attends, je vais examiner les sphères de ma vie, professionnelle, amoureuse, je sais pas, amicale, familiale. Est-ce que je me donne du bon à vivre? Est-ce que je sais prendre du plaisir dans ma vie? Est-ce que je me sais me rendre vivante à ma propre vie? Sinon, je vais fantasmer à travers l'autre. Je vais vivre ma vie à travers l'autre, au lieu de la vivre à travers moi. Donc il y a quelque chose aussi à examiner sur comment je m'organise pour... ouais, ils me disent 5 minutes encore. Comment je m'organise pour être un frustré permanent, quoi, pour me sentir vide à l'intérieur. Alors moi je donne toujours cette piste. Je ne dis pas sortez de ce truc, débrouillez-vous pour arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Je dis toujours regardez comment vous empêchez d'aller bien. Donc regardez comment vous faites pour, par exemple là dans ce témoignage, c'est comment je fais pour vivre à travers l'autre et à travers moi. Pas vivre avec ma vie. Ma vie est est insatisfaisante, quoi. Donc comment je m'organise pour vivre une vie insatisfaisante? Qu'est-ce que je fais pour ça? Voilà. Et l'insatisfaction vient de là. Oui, bah, l'insatisfaction, elle vient parce que ma vie est nulle en fait, et pas assez top, quoi. Donc je sais pas pourquoi, mais il y a des raisons pour lesquelles je me donne pas ça à vivre. Et c'est ça qu'il faut examiner. Alors je travaille là-dessus en thérapie parce que c'est ce qu'on va examiner. Pourquoi moi, ma vie est insatisfaisante, qui fait que je vais me comparer et je vais vivre à travers le rêve de l'autre. Et je vais évidemment imaginer que l'autre s'éclate. C'est complètement faux d'ailleurs, il s'éclate 5 minutes, mais il s'éclate pas plus. Hein. Ouais, effectivement. Vivre à travers les autres, c'est pas du tout une bonne idée. C'est même hyper souffrant. Autre question, témoignage sur les envieux. Nos amis les envieux. Non? Bon. Eh ben, si vous en avez fini là. Alors, venez pas après pour me dire ah oui, mais moi j'ai pas posé ma question. Chaque fois ils me font le coup. Oui, mais moi j'ai pas dit ce que je voulais. Il fallait le dire. Ouais. Pourquoi c'est plus facile de se dire que la vie de l'autre est meilleure plutôt qu'essayer d'améliorer la sienne? C'est automatique ça. C'est ce qu'on appelle la projection. Bah oui, c'est ça, projeter. Projeter, c'est partir vers l'autre au lieu de partir de soi. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas prendre sa responsabilité. C'est plus compliqué de faire un retour vers soi en se disant attends, je suis responsable de quoi là-dedans? Tu vois, c'est plus compliqué parce que c'est plus simple de dire ah mais l'autre, lui il a tout, il a vraiment une vie de rêve, parce que ceci, parce que je sais pas quoi, j'ai pas été gâtée, moi je suis un enfant qui est je sais pas quoi, j'ai pas eu ce que je voulais, donc voilà, donc l'autre s'éclate et pas moi. Mais je vois pas comment je me détruis parce que le processus il est ici. Je me fais souffrir en imaginant que l'autre s'éclate et pas moi. C'est parce que d'abord, il y a peut-être des endroits où je suis responsable d'aller mieux quand même. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vie? Et un des premiers points, c'est arrêter de me dire que l'autre s'éclate et pas moi. Parce que là, je ne peux pas voir ce qui est réellement devant mon nez, puisque je suis dans la projection. Donc quand je suis en projection, je suis dans ma tête, je suis dans l'imaginaire. Donc, je ne suis pas du tout là, je ne peux pas voir ce qui est là, parce que je ne vois rien là. Donc même si vous êtes... Moi j'ai vécu ça avec un homme qui était toujours projeté sur un ailleurs meilleur, où les autres sont... Et moi j'étais à côté, il m'a regretté quand je suis partie. Parce qu'en fait il ne me voyait pas quand j'étais pas vraiment, il me voyait sans me voir. J'étais à côté. Donc c'est une vie dans une tête en fait, c'est complètement mental. C'est une projection. Donc du coup, moi je suis plus là. Ah bah mince. Oh bah... Ben oui, mais tu passes à côté de ta vie parce que tu la vois pas en fait. Tu es tout le temps projeté sur un ailleurs ou sur les autres. Ou pendant ce temps-là, la vie passe, on pourrait dire ça comme ça.
Donc la première chose à voir, c'est ce processus, ce mécanisme qui est un mécanisme de défense que souvent l'enfant a utilisé par rapport à cette non-reconnaissance de ses besoins. Il continue à la faire en tant qu'adulte et il y croit. Le problème, c'est que l'adulte croit que ceci est vrai, croit que l'autre vie, il s'éclate et il se compare et machin, il trouve sa vie nulle. Et il y a peut-être des choses à améliorer, mais des fois, il n'y a rien à améliorer. Déjà, il y a ça à améliorer, déjà. Ça, c'est déjà énorme, déjà, de le voir, ce truc. Se contenter de ce qu'on a et de développer ce vers quoi on peut développer aussi, ce vers quoi on pourrait tendre, mais qui sont, ce qu'il a dit, hein, l'Épicure, des plaisirs simples, des choses qui sont réalistes, pas des trucs invraisemblables que peut-être un jour et que, voilà, pour l'instant, c'est pas en train de se présenter devant mon nez, donc c'est pas la peine que je m'excite là-dessus. On va plutôt rester tranquille et éventuellement, sans forcer les choses, ça vient pas. Mais je peux tendre vers sans être complètement excité par l'objectif. Voilà, tranquille, quoi. Voilà, plus poser. Ça, c'est les principes de la sagesse. Hein. Et plus, on va vers le dépouillement et la simplicité. Et cette conférence, elle est vraiment, je trouve, orientée sur une vie simple, quoi. Hein, une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible, parce qu'en réalité, on court tous après la paix et pas du tout après l'intensité, toujours plus et encore plus. Et je pourrais avoir 3 femmes, 10 amants, un harem, je ne sais pas quoi. Parce que oui, c'est excitant, mais une fois que tu as tous des trucs très excitants, ben, tu as envie de te poser. Quoi. Voilà. Cherche la paix. Donc il y a toujours un équilibre à tenir, tout est une question d'équilibre, entre les stimulations, l'excitation et le repos et la paisibilité. Donc voilà. Donc à vous de voir comment vous contribuez à votre bonheur en étant peut-être moins centré sur l'herbe plus verte ailleurs, sauf si, comme je l'ai dit, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui méritent mieux, mais sinon, oui, peut-être arrêter de courir derrière une espèce de Maya, là, ce qu'on appelle Maya chez les bouddhistes, c'est la roue des illusions, et d'être plus tranquille avec les plaisirs simples de ce qui est disponible dans la réalité maintenant. Donc comment on fait ? C'est très simple, je vais finir avec ça. On se met en contact avec un élément qui est présent maintenant. Je sais pas, vous êtes devant un paysage qui est joli, voilà. Vous goûtez, vous savourez et vous remerciez. Vous êtes vraiment dans le ressenti en élargissant le temps de ce qui est présent maintenant, disponible maintenant. Si vous voyez que vous commencez à rêver, à fantasmer d'un ailleurs meilleur, vous revenez là. Ou vous goûtez la rêverie, mais la rêverie, vous la laissez à la place de la rêverie. Vous ne partez pas dans « je crois que c'est vrai que ce serait mieux si ». Restez là. Vous goûtez l'image, mais pas plus, quoi. Revenez là. Ouais. Un peu comme l'enfant. C'est-à-dire l'enfant rêve beaucoup, il est heureux dans son rêve, oui. Et pas forcément si on vient le gaver de tout ce dont il rêve. Oui, tu ne lui as pas passé le micro, mais elle disait que l'enfant est vraiment heureux quand il rêve, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il veut attraper. Savourer le rêve comme élément du rêve, mais il n'y a pas besoin d'être gavé. Voilà, savourer ce qui est là. Le rêve est un élément, mais c'est pas. Si vous êtes identifié au rêve, si je crois que le rêve va vraiment me donner le bon, là je commence à gripper quelque chose. L'enfant ne saisit pas, en général, il passe d'un truc à un autre, donc redevenez comme des enfants. Voilà ma conclusion. Voilà. Eh ben, merci. Et puis, à bientôt. Moi, je crois que je reviens en septembre. J'en fais une. Si vous voulez suivre, vous suivez mon agenda. Et puis, j'ai aussi des ateliers. J'ai un atelier à Paris, là, le 21 mai. Ne plus jamais manquer d'amour. Après, je fais un atelier Rencontrer l'âme sœur cet été, 14-15 juillet. Et puis après, je reprends les conférences en septembre. De toute façon, si vous allez sur mon site, à Véronique Cohn, vous trouvez chaque mois, je donne des conférences. Voilà. À bientôt.